Alors nous devons trouver la sortie des États-Unis d'Afghanistan en termes d'image absolument désastreux pour les États-Unis. Mais nous disons qu'il est par-delà l'image, en fait. Et quand on regarde bien, depuis la signature des accords d'Abraham entre Israël et un certain nombre de pays du Proche-Orient, les enjeux sécuritaires de la planète, ils shiftent. Le Moyen-Orient, le Proche-Orient et l'Asie centrale, jusqu'à une dizaine d'années, on va dire, un élément clé de la sécurité américaine. Et un élément et un dispositif absolument essentiel de la sécurité mondiale à travers la présence de l'OTAN d'un côté et la présence des alliés américains et des Américains européens dans la région. Le réchauffement des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite ou encore le Bahreïn peut produire un changement drastique de géopolitique dans la région. Parallèlement à ça, on peut trouver que l'émergence de la Chine, et notamment avec son projet One Belt, One Road Initiative, nous peut trouver une shift des enjeux. Et par-delà la défaite militaire américaine en Afghanistan, on fait une petite parenthèse en voulant dire que, si vous voulez bien, depuis 1945, toutes les guerres dans lesquelles les États-Unis engagent, les États-Unis ils perdent, ça va de la guerre. Sauf l'intervention à Panama et à Grenade. Donc tout le temps, les Américains, ils sont sortis. Mais ça ne veut pas dire que quand ils sont sortis, ils ont une capacité de puissance hégémonique et puissance militaire inaffaiblie. Donc vous devez faire bien attention à ça. En Afghanistan, l'image est désastreuse, mais ça ne veut pas dire que la capacité militaire américaine est inaffaiblie. Ça veut seulement dire une seule affaire, c'est que l'enjeu est shifté. L'enjeu, ce n'est plus le Moyen-Orient. L'enjeu, c'est devenu ce qu'un géopolitologue appelle l'Indo-Pacifique, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Un autre événement lié à l'Afghanistan qui est absolument capital et qui nous bien comprendre, c'est quand le président Trump initiait une négociation avec les talibans à Doha. Il est extrêmement important parce que nous trouvons que les ennemis du début des années 2000, après les attentats du 11 septembre, et les ennemis perçus par les États-Unis aujourd'hui, ils évoluaient. Les talibans n'est plus perçu comme un ennemi si le président a initié une négociation et un réchauffement des relations. Et dans la foulée, à travers la guerre commerciale que le président Trump menait contre la Chine, le message qui a été envoyé clairement, c'était de venir dire, à partir d'aujourd'hui, pour les États-Unis et ses alliés, l'ennemi, c'est la Chine. Alors, le bizarre relativise à propos-là, surtout quand on connaît que les dépenses militaires américaines annuelles, le budget annuel des États-Unis en matière de dépenses militaires, il y a à peu près de 760 milliards de dollars. Alors que la Chine autour des 160 milliards de dollars. Donc, il y a déjà une immense différence de gap et de capacité militaire. Mais la dépense militaire chinoise et la capacité militaire chinoise, ils peuvent augmenter de manière exponentielle. Et nous avons deviné que d'ici 20-30 ans, non seulement ils pourraient être concurrents extrêmement sérieux à l'armée américaine, mais qu'ils dépassent même l'armée américaine. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect qui est beaucoup plus sérieux que les capacités militaires, c'est la capacité commerciale. Xi Jinping, à travers le projet Belt and Road Initiative, One Belt, One Road, les nouvelles routes de la soie, c'est le nom qui est donné en français, qui se fait à travers la construction d'immenses infrastructures, allant de la Chine vers l'Europe, allant de la Chine vers certains pays du Moyen-Orient, et allant de la Chine vers les pays d'Asie aussi, Thaïlande, Singapour, etc., pour les infrastructures terrestres. Vous pouvez construire des autoroutes, et des trains, des voies ferrées. Et il y a aussi ce contrepartie maritime. La Chine peut investir massivement dans un certain nombre de ports, qu'il y ait en Asie, qu'il y ait en Europe, le port de Thessalonique par exemple, au Sri Lanka en Asie, en Afrique également, ils ont construit un port au Kenya. Et un qui est very relevant pour nous à Maurice, c'est le port de Gwandar. Gwandar, c'est un petit port du sud du Pakistan. Côté la Chine, en fait, vous connaissez, il y a une frontière entre la Chine et le Pakistan. Alors, le port de Gwandar au Pakistan, il est extrêmement important parce que c'est un port qui vous donne à la Chine une entrée directe dans la mer d'Arabie et dans l'océan Indien.
On connaît que la Chine s'y fait négocier depuis très 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 longtemps pour avoir une entrée directe dans l'océan Indien et l'y peut gagner grâce à un accord signé avec le Pakistan. Tout ceci s'inscrit, les nouvelles routes de la soie, s'inscrit dans une stratégie de Xi Jinping et de la Chine de manière plus large, dans une stratégie d'une nouvelle manière de construire une relation internationale. Ce qui revient à dire que la Chine pousse de l'avant une nouvelle vision de la mondialisation et une nouvelle vision des relations internationales entre les pays qui passe par l'échange des marchandises, l'échange des services, l'investissement dans des infrastructures, l'investissement en capitaux. Ce qui veut dire en fait que la Chine pousse un agenda pour un autre modèle de développement et un autre modèle de construction de la mondialisation où la Chine se trouvera au cœur de ça. Et c'est là qu'il nous comprend la tension qui est là entre la Chine et les États-Unis parce que jusqu'à récemment, la vision américaine du monde, c'était que c'était les États-Unis qui utilisaient le monopole hégémonique de cette vision de la mondialisation. Donc nous vraiment dans deux modèles concurrents qui faut affronter eux. Les affaires qui dangereux, bien évidemment, parce qu'il y en a ce potentiel de disruption, il y en a ce potentiel de guerre, mais il y a des affaires au fond qui sont souhaitables. Parce que nous Patika reste dans un monde unilatéral. Nous Patika reste dans un monde quand il y a seulement les États-Unis qui tirent le gendarme du monde et qui impose sa volonté dans tout un pays. La puissance chinoise, avec, encore une fois, les États-Unis et ses alliés, et la Chine et ses alliés, donc c'est un ensemble de pays, pour amener l'équilibre dans les relations internationales. Et pour permettre justement de trouver des compromis qui pour permettre à un pays comme Maurice peut-être une meilleure capacité de négocier ce bas de l'avantage. Alors, la nouvelle de Maurice, qui est extrêmement important, nous connaît que Maurice est là des millions carrés de kilomètres d'océan, de ZEE. Et Maurice, par rapport justement à la construction de la route de la soie, nous connaît que est là l'autoroute maritime qui passe le domaine territorial. Ce qui veut dire que pour nous, le shift économique de Maurice, il n'est plus vraiment sur l'île Maurice elle-même. L'île Maurice elle-même pouvait extrêmement courir 50 ans. Et nous avons deviné que les développements portuaires, touristiques, les développements des FDI, l'offshore, etc., ils vont continuer. Mais le véritable shift, le véritable enjeu, il peut de plus en plus l'urban zoo-territorial. Donc le développement océanique, que ce soit au niveau de l'exploitation des potentiels énergétiques qu'il y a dans l'urban océan, le développement des ressources océaniques, mais surtout le développement des voies maritimes. Nous finissons de trouver, Maurice signe des accords commerciaux très très importants avec la Chine, avec l'Inde, en début d'année. Et c'est vraiment le premier signe de ce qui nous trouve arriver. Et il faut extrêmement important pour qu'il Maurice capable de naviguer là-dedans. Parce qu'il faut bien, on est dans des ordres de grandeur économique, de grandeur de capitaux, de grandeur de personnes et de grandeur militaire qui entièrement dépassent et écrasent. Mais encore une fois, si on est intelligent, si nous connaissons nous Valpio, Maurice a vraiment des jokers extraordinaires à jouer. Mais pour que nous comprenions aussi que nous situons, nous bizarre, à mon avis, reviennent sur la question de la militarisation de l'océan. Nous avons deviné que les investissements militaires américains dans l'océan Indien, s'il n'est pas augmenté, il pourrait se parer, mais il n'est pas pour rien. C'est qu'il y a une incidence directe pour nous, qui peut éviter pour souveraineté des Chagos, par exemple. On a la question de poser. Dans l'océan Indien, il y a une autre affaire qui peut arriver. C'est, depuis à peu près 10-15 ans, le retrait de la marine britannique. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, ce sont des coupes budgétaires du Royaume-Uni par rapport à ses investissements militaires. Et la deuxième raison, c'est que les coupes budgétaires, ils traduisent dans une réduction du personnel militaire et une réduction des capacités militaires. Donc les accords qui tiennent là entre les États-Unis et la Grande-Bretagne historiquement dans l'océan Indien, avec le retrait de la Grande-Bretagne, il laisse un vacuum, un vide. Et vous connaissez en fait qu'il s'agit de là, les pays occupés par la marine indienne. Ça fait plus de 10 ans que l'Inde a investi massivement dans la militarisation de sa marine, notamment dans l'achat de porte-avions et l'achat d'avions. Par exemple, le contrat qui me passait avec la France pour les Rafales s'inscrit directement.
La militarisation de l'Inde n'est pas une militarisation pour faire la guerre, hein, il y a une militarisation de surveillance de l'océan Indien. Encore une fois, dans un monde bipolaire à deux pôles, il est extrêmement important qu'on trouve une balance qui, des deux côtés, ait la capacité de surveillance et d'action militaire. C'est ce qui permet encore de trouver un équilibre et de faire la paix en réalité. Mais par rapport à nous à Maurice, la question qui nous est posée par Laura Garriga, le bizarre réalisé qu'il est inscrit aussi dans sa qui est arrivé dans cette militarisation. Bien évidemment, nous pas connaître exactement ce qui est arrivé à Garriga, le gouvernement mauricien n'a pas publié l'accord. Et encore une fois, je trouvais qu'il est extrêmement important que le gouvernement adopte une posture transparente. Parce que, encore une fois, c'est nos souverainetés, c'est nos pays qui concernés et c'est de bonnes territoriales. Donc, ça, c'est l'océan Indien. Nous visons aussi comprendre ce qui peut arriver dans l'Asie, la mer de Chine et le Pacifique, parce que c'est aussi important. Pas plus tard que la semaine dernière, un très très gros deal d'armement que l'Australie y fait avec le gouvernement français. Donc l'Australie il write off ce deal pour l'achat de 12 sous-marins de courte portée avec la France et il y a un deal avec les États-Unis pour l'achat de sous-marins nucléaires de longue portée. C'est extrêmement important ce qui est en train de se passer. Parce qu'il nous trouve vraiment à quel point en fait, l'Américain commence à se banaliser. Justement en vue d'un positionnement par rapport au positionnement chinois et aux nouvelles routes de la soie. Mais encore une fois, c'est à mon avis dans un effort de maintenir un statu quo et un équilibre, parce que quand on arme l'Australie, c'est dans un effort de guerre froide. On ne pas pédonne l'Australie, le sous-marin nucléaire, pour qu'il y a l'attaque la Chine, non. Ou pédonne l'Australie a une capacité d'attaque et une capacité de surveillance des actions de la Chine dans la mer de Chine. Donc en faisant ça, les Américains peuvent aussi protéger leurs alliés, donc notamment le Japon, Taïwan et Singapour, qui sont des points absolument stratégiques. Et encore une fois, ça qui comptait là-dedans, c'est de trouver des équilibres. Donc nous disons espérer que l'équilibre peut trouver. Mais ce qui semble absolument clair, c'est que la sortie américaine de l'Afghanistan, l'IVIN vraiment symbolise en fait un changement de monde. Et ce changement de monde-là, géopolitologue, think tank et les pédianos carré ont dit, hein, l'Indo-Pacifique est devenu le cœur des enjeux commerciaux, le cœur des enjeux économiques, le cœur des enjeux sécuritaires de la planète. Et c'est vraiment dans notre région du monde qui nous trouve une nouvelle forme de guerre froide, parce que c'est le terme qui est utilisé. Comment se construire vraiment le monde du XXIe siècle. Ce qui est absolument clair, c'est que c'est un dimanche qui peut dire à la chute du bloc soviétique que nous basculons dans l'hégémonie de marché, dans l'hégémonie américaine. La fin de l'histoire, hein, certains politologues qui peut dire à l'époque, c'est fini. Nous sommes dans le réveil d'une autre histoire. Et la sortie des Américains de l'Afghanistan vient vraiment signifier que le XXIe siècle est vraiment, vraiment entamé. Et que le XXIe siècle se proposera avec des compositions d'alliances qui ne sont plus les compositions d'alliances de la guerre froide et de l'OTAN et de ce qui s'était mis en place au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et encore une fois, pour revenir à Maurice, Maurice, nous avons un rôle actif à jouer dedans, mais nous avons un rôle extrêmement important parce qu'il nous directement concernés par tout ça. Et nous sommes conscients que nous en face de deux bulldozers qui gardent une crase, si nous ne pas faire attention à la conservation de nos intérêts nationaux et de notre souveraineté.